Une réunion s'est tenue dimanche entre les 8 candidats contestataires, notamment en ce qui concerne la participation de Jude Célestin au second tour de l'élection présidentielle. Samuel Madistin, porte-parole du G8, dans un compte-rendu de réunion, a estimé qu'un gouvernement de transition était une solution qui deviendrait inévitable si aucune décision n'est prise par le CEP pour mettre en place une commission de vérification électorale afin de rendre les résultats des élections du 25 octobre crédibles. Lors d'une conférence de presse donnée par le CEP, Pierre-Louis Aupon, du Conseil électoral provisoire, a déclaré qu'il n'y avait aucune provision légale dans le décret électoral prévoyant la mise en place d'une commission de vérification électorale. M. Aupon a aussi fait savoir que l'institution électorale se concentre actuellement sur la réalisation du second tour de l'élection présidentielle. Il déplore cependant les menaces constantes portées contre les conseillers électoraux. Que le G8 et Famille Lavalas continuent de gagner les rues, qu'ils continuent de multiplier les notes pour réclamer la mise en place d'une commission d'enquête, le CEP de Pierre-Louis Aupon n'entend pas modifier sa position. Les dés sont jetés. Le cap est définitivement mis sur le second tour de la présidentielle. Loin d'ignorer ce qui se passe dans le pays suite à la publication des résultats définitifs, le Conseil électoral provisoire ne fait pourtant pas grand cas des revendications des candidats perdants, a dit le président du Conseil en conférence de presse ce lundi. Mouvements de rue, commentaires et critiques tous azimuts, tout ceci découle d'une stratégie politique à laquelle les membres du Conseil sont habitués. Pierre-Louis Aupon. Politique, c'est stratégie. Politique, c'est calcul. Politique, c'est combinaison. Politique, c'est campagne de presse. Politique, c'est intoxication. Politique, c'est plonger là pour lever puis devant. CEPA, comme institution électorale, pas qu'à rentrer dans la stratégie, un candidat ou plusieurs candidats fait pour positionner nous par rapport au deuxième tour. Deuxième tour là, extrêmement intéressant et une nouvelle stratégie qui a été déployée par rapport à d'autres deuxième tours qui fait déjà en Haïti. Décret électoral en main, le CEP fonce droit vers le 27 décembre. D'ailleurs, les mises en place et les corrections à apporter sont nombreuses. Critiqué tant que vous le voulez, le Conseil électoral provisoire s'estime sur la bonne voie. Ce que disent X ou Y n'intéresse pas Pierre-Louis Aupon, qui se veut attentif à la voix de deux candidats pour l'instant, Jude Célestin et Jovenel Moïse. À la réflexion, une question surgit. Pourquoi le CEP refuse la mise en place d'une commission indépendante réclamée par ceux pour qui les élections sont organisées? Pierre-Louis Aupon tente de répondre. On dit au fond élection, c'est 4 candidats à la présidence. La loi baille 3 jours pour contestation. Si il y a un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un dixième, qui d'accord avec le résultat, on dit 10 premiers d'accord avec le résultat, 42e, 45e, qui fait 1200 voix, sur 2 millions de voix possibles, dit que m'a contesté, on a regardé totalité 13 000 procédures pour nous prouver que 10 personnes devraient gagner. C'est des décret qui prévoit pour nous pas nos problèmes là. Sinon, nous n'avons pas obligé de faire. C'est décret pas de dire. Un voyage dans la tempête, voilà ce à quoi le CEP assimile sa mission. Une façon imagée pour M. Aupon de dire que le travail de l'institution est titanesque, le chemin jonché d'obstacles, les intérêts hautement divergents. Bref, les enjeux sont de taille. À longueur de journée, le CEP est ciblé par des critiques acerbes et des commentaires désobligeants. Des conseillers électoraux ne dorment pas chez eux à cause des menaces dont ils font l'objet. Révélation faite par Pierre-Louis Aupon, qui est loin de se laisser intimider. Au contraire. La conférence de presse du CEP ce 30 novembre portait uniquement sur les avancées et préparatifs en vue de la tenue du second tour de la présidentielle. Ce n'est qu'à la phase questions-réponses que des journalistes ont amené les conseillers électoraux à réagir sur la position du G8. Les dernières manifestations de l'opposition pour contester les résultats définitifs des élections présidentielles ont été émaillées de violence. Les manifestants s'en sont pris encore une fois aux biens privés, en cassant les pare-brises de plusieurs véhicules en stationnement. Les protestataires ont également érigé des barricades de pneus enflammés sur la route de Delma, créant ainsi une vive tension dans ce secteur. La police a tiré en l'air et a lancé des gaz lacrymogènes pour disperser les opposants qui n'ont pas respecté le parcours préalablement discuté avec les forces de l'ordre. Un manifestant
armée d'une machette, a été arrêtée par la police, mais sous la pression de la foule, elle a dû le remettre en liberté sans son arme. Voilà l'appel, c'est ce cartouche qui a tiré dans un moment. C'est un monde qui a été arrêté, la population a décidé de prendre en main la police et puis les policiers ont passé full automatique. Jeunes tout demandé encadrement. La consommation de drogue en Haïti relève d'une crise profonde, selon le père Jean Hansen, qui évoque un manque d'encadrement de la part des parents et une faille dans l'éducation. Pour sa part, le professeur Amari Joseph Noël regrette l'affaiblissement du poids de la famille et de l'Église dans la société qui laisse des jeunes grandir dans la violence et à la merci de la pègre. Suivez tour à tour les explications du révérend père Jean Hansen et du professeur Amari Joseph Noël de la coordination nationale provisoire de la société civile qui étaient tous les deux invités à la rubrique Le Point de ce lundi. Pour qui ça jeune prend drogue? Pour qui raison? Est-ce que c'est tout simplement pour prendre petit plaisir? On ne pas connaître. Est-ce que c'est manque d'encadrement? Peut-être une stratégie éducative qui fait faille? Donc c'est pas seulement une question, loin de purement et simplement une approche répressive qui est capable, en certain degré, peut-être nécessaire, mais qui certainement pas doit, principale réponse. On a plutôt insisté sur, par exemple, mouvement jeune, donc développement sport dans l'école, donc type d'éducation donc perspective d'avenir l'ouvrir pour jeunes. Parce que dans toute attitude, ça est capable d'avoir une expression d'un certain désespoir qui manifestait la carte jeune. Désespoir. La famille. Les tâches des églises. Longtemps, nous-mêmes, nous sommes jeunes, nous avons une bonne activité. C'est un multiple activité, ça. Mais ça qui est important, nous avons trop l'âge plage d'enfants qui sont dans la rue, qui à la merci de la pègre, qui a levé dans la violence. Et il y a une décision, je pense que je as souhaité qu'un nouveau chef d'État prenne, c'est décider qu'il n'y a pas aucun Timoun qui est dans la rue, qui a fait des méga centres pour météo, de sorte que Timoun Sao, il pas à la merci des violents et de la violence. Parce que quand il y a ça qui apprend dans l'école là, c'est pas étonnant, son pédagogique saute dans la rue qui apprend dans l'école. Donc, faut directeur au ferme. Et là, pour ça qui déjà, parce que dans la doctrine ou bien dicté, il faut des sanctions et il faut de la désintoxication. Donc ça, c'est une tâche de l'État. Nous pensons que la famille qui démissionne, ou bien trop de monde qui fait Timoun, et puis l'État pas encadré. Là-bas, ça au fait, l'État fait pour prendre charge. Parce que ces enfants vont se transformer en des bombes délinquantes, des bombes humaines, des missiles humaines pour détruire la société. Et ça, c'est une priorité nationale. L'État haïtien a signé un accord avec l'ONA pour l'achat de 90 maisons. Lors d'une conférence de presse ce lundi au ministère de la Communication, le directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse, Emmanuel Ménard, a révélé que l'État avait fait acquisition de ces maisons à Onaville, située en contrebas du Morne-à-Cabri. Caillou était soi-disant bâti, il y a 5 ou 6 familles qui étaient rentrées là-dedans. Caillou ça yo pas chambre et occupé vrai à 99%. L'ONA pas fait policier cadeau au Naville. Pour l'ONA pas perdu cob là parce que m'bagé doit perdu cob et assuré parce que pas gain cob l'État dans l'ONA. L'ONA gain emmené en gestion la fait de 12% sous salaire moun, 6% employé à payer et 6% patron. Nous te font étude et nous voyons que zone n'a pas de vin sécure. Et sous le 12 janvier, quand il y aurait de vide, moun va entrer là-dedans. L'Office national d'assurance vieillesse, pas le directeur général, a signé un accord avec l'État haïtien et l'État haïtien a acheté pour le bail les agents de la police nationale. L'ONA par contre qui gens Caillou a distribué, si c'est cadeau, si c'est loué, si c'est vendre. Mais on connaît que sauver l'argent ça environ
plus de 30 millions de dollars américains étaient dépensés déjà et étaient en bas mon cabrit là pour craser. Et puis, et fois ça, je suis en mesure d'annoncer aux assurés de l'ONA que l'argent que tu as investi pour faire au navire là pas perdu parce que me vend l'État haïtien. Lancement ce lundi de la 4e édition de la semaine de l'audit par l'Institut des auditeurs internes d'Haïti. Cette nouvelle édition a pour thème le rôle de l'audit interne dans la lutte contre la corruption et sa contribution à la bonne gouvernance. Selon le président de l'association, Thomas Emmanuel Blot, cet institut, dont la devise est le progrès par le partage, a pour objectif prioritaire le renforcement de la bonne gouvernance dans le pays. Plusieurs thèmes seront débattus lors de cette activité. La semaine de l'audit, c'est quoi? C'est tout simplement une semaine consacrée à la profession des auditeurs internes. Nous avons voulu quand même, et comme tous les autres pays qui sont membres de IA Global, qui organisent régulièrement une conférence annuelle, donc nous autres aussi, nous avons pensé qu'il était opportun de doter IA ici d'une conférence annuelle dénommée Semaine de l'audit. Bon, une telle activité, c'est surtout pour marquer, si vous voulez, les besoins de la profession, les professionnels ont besoin de formation, ont besoin justement d'effectuer des échanges avec d'autres professionnels venant d'autres d'origines diverses. Mais l'audit interne en tant qu'instrument à l'intérieur de l'organisation, les auditeurs sont les yeux et les oreilles du conseil. Donc l'audit interne doit être au cœur des activités pour pouvoir aider et donner l'assurance que tout est conforme à travers son travail.